Bonjour, nous recevons l'ancien chef d'état-major de la marine, l'amiral Rogel. Vous Bonjour. avez servi 3 présidents à l'état-major particulier, rattaché donc directement au président Jacques Chirac, François Hollande, puis Emmanuel Macron. 2026 verra-t-elle la paix en Ukraine après un plan de paix inique qui exigeait des Ukrainiens qu'ils abandonnent les territoires que les Russes n'avaient pas encore conquis? Il y a eu un sursaut européen, 90 milliards d'euros qui vont être investis pour l'aide militaire à l'Ukraine. Donc la première question, amiral, que j'ai envie de vous poser, et pardon d'avoir oublié de présenter Samuel Petit, directeur de rédaction qui coanime l'émission avec moi. Quel est le réel rapport de force sur le terrain? Je lisais ce matin dans un excellent éditorial du Télégramme de Patrick Forestier, pour ne pas le nommer, que les Russes n'auraient progressé que de 1% dans le Donbass. Oui, on est sur une situation militaire qui est figée. Ça fait 4 ans désormais que la Russie essaye de grappiller des succès sur le terrain, qu'elle y arrive très peu. Et les maigres succès qu'elle obtient, c'est au prix de sacrifices humains absolument colossaux. Il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, ils ont eu plus de 200 000 morts. C'est des estimations globales. Alors, évidemment, selon certains, c'est plus, selon d'autres, c'est moins. Mais en gros, autour de 200 000 morts. Sur une armée qui comptait 1 million d'hommes au départ, c'est quand même 20% de leurs effectifs qui ont été tués. Je ne parle même pas des blessés graves qui ne pourront pas retourner au combat. Donc c'est ceux qui se voulaient une opération spéciale rapide, menée en une quinzaine de jours, c'était quand même l'idée au départ, comptant sur le départ d'un président Zelensky que Poutine méprise profondément, eh bien ça n'a pas marché. Et il a renforcé du même coup le nationalisme ukrainien. Oui, enfin, relisons l'histoire de l'Ukraine. C'est un pays noble et fier, comme on dit. Et donc, oui, il a renforcé cette espèce de patriotisme ardent ukrainien. Hein. Alors, on arrive à 4 ans de guerre, dans quelques semaines. Quelle pourrait être l'issue aujourd'hui? Quel niveau de concession l'Ukraine devrait faire pour mettre fin à ce conflit? Alors je crois que tout va tourner autour de la question du Donbass. Malheureusement, je dis malheureusement parce que ça n'est pas conforme au droit international, mais je pense que la Crimée est perdue pour l'Ukraine. Je pense que c'est une ligne même pas rouge, écarlate de la Russie, et tout tournera autour de à la fois où va se stabiliser la ligne de front, quelles concessions devront faire les Russes en reculant à certains endroits, quelles concessions devront faire les Ukrainiens, ou aujourd'hui que les Ukrainiens, eux, proposent une zone démilitarisée, ce qui n'arrange pas du tout les Russes. Et puis, ce qui va être déterminant dans cette affaire, c'est l'attitude des États-Unis. Alors l'Europe s'est réveillée, fort heureusement, mais l'attitude des États-Unis va être importante, parce que c'est elle qui va moduler l'importance des garanties de sécurité données à l'Ukraine. Il faut quand même se souvenir qu'en 1994 avait été signé le mémorandum de Budapest entre la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine d'un côté, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Russie de l'autre côté. Les premiers s'engageant à rendre les armes nucléaires soviétiques qu'elle possédait. Mais quand même, à l'époque, l'Ukraine était la 3e puissance nucléaire mondiale, contre eux des garanties de l'intégrité territoriale. Et on voit que ça a volé en éclats une vingtaine d'années après, avec la prise de la Crimée par les Russes. Donc c'est le plus difficile dans cette crise, ça va être de restaurer la confiance en réalité. Est-ce qu'on arrive à identifier la menace russe au-delà des frontières de l'Ukraine? On a parlé de drones qui auraient éventuellement menacé l'île Longue, on parle d'entrée dans le ciel européen de drones également. C'est une réalité, cette menace russe ou mais la menace russe, ça fait 10 ans qu'elle existe. C'est-à-dire, je suis toujours un peu étonné quand on me demande si la menace russe est une réalité, parce que moi j'ai vécu dans mes fonctions des attaques cyber documentées. On savait que ça venait de Russes. On a vu l'influence des milices Wagner en Afrique. Alors évidemment, à l'époque, les Russes nous juraient la main sur le cœur que Wagner n'avait rien à voir avec la Russie, ce qui faisait rire tout le monde. Les tentatives d'ingérence dans les élections présidentielles. Donc il y a toute une stratégie russe qui n'est pas frontale,
qu'on met ça sous le chapeau des stratégies hybrides d'habitude, mais qui ont une destination, c'est fracturer l'Europe. C'est-à-dire fracturer l'Europe et l'OTAN. Donc je pense que ça va continuer, et que ces espèces de choses qu'on voit actuellement, les survols de drones, les incursions dans l'espace aérien, c'est des moyens aussi de tester la solidité des alliances. Néanmoins, si on compare ça à la guerre froide, avec les fameuses crises comme celle des missiles, où on a dit parfois que le monde était au bord du précipice, on a un peu l'impression, malgré les menaces de Poutine, qu'il s'agit plutôt d'une guerre conventionnelle, dans laquelle d'ailleurs les Ukrainiens nous apprennent pas mal de choses. Alors, moi j'ai du mal à croire en l'état des choses, c'est-à-dire aujourd'hui que la Russie peut s'aventurer dans une nouvelle guerre. Comme on l'a dit tout à l'heure, elle a déjà du mal à... Une nouvelle guerre à l'égard des Européens. À l'égard des Européens, oui. En revanche, ce qu'elle peut faire, c'est, encore une fois, tester la solidité de l'Alliance. L'Union européenne, avec un allié américain dont la garantie de sécurité semble un peu se déliter, puis faire un petit coup sur un pays balte ou sur le fameux couloir de Zulavski qui relie Kaliningrad à la Russie. Des choses comme ça, elle peut le faire. Elle peut tenter une opération, peut-être avec des milices déguisées, ce qui s'est passé dans le Donbass. Rappelons-nous la situation du Donbass au départ. Tous les militaires qui y étaient n'avaient aucun signe distinctif russe. Tout le monde savait qu'ils étaient russes ou affiliés à la fameuse milice Wagner. Mais ils peuvent recommencer quelque chose comme ça. Est-ce que l'Europe de la défense, du coup, a fait un bond en avant, ou est-ce qu'on en reste toujours dans les incantations ? Moi, je pense qu'il y a eu une unification de l'Europe du point de vue de la défense qui a été faite sous une double contrainte. La double contrainte étant le réveil de l'agressivité russe, si je puis dire, avec la menace existentielle, finalement, on revient à nos frontières, mais aussi les réactions de Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays européens, dont ne fait pas partie la France, puisque la politique gaulliste, c'était bien une politique de souveraineté et d'indépendance, mais il y a un certain nombre de pays européens qui avaient délégué leur sécurité aux Américains et qui aujourd'hui se posent, je pense légitimement, un certain nombre de questions sur la fiabilité de la garantie de sécurité américaine. Donc l'Europe de la défense avance. Si je devais me prononcer à titre personnel, je pense qu'elle devrait avancer plus vite et avec plus de déclarations. Si vous voulez, jusqu'à aujourd'hui, l'Europe de la défense, de mon point de vue, c'était un peu des briques. Elle existe, l'Europe de la défense, l'Agence européenne de la défense, la coopération structurée permanente. Il y avait un accord franco-britannique. L'accord franco-britannique, d'ailleurs, j'observe que les Britanniques se rapprochent en termes de défense de l'Europe. Donc on voit bien que ça existe, mais moi, j'avais le sentiment jusqu'à maintenant qu'on mettait des briques les unes sur les autres en essayant de ne pas trop fâcher les Américains et donc de provoquer une éventuelle sortie de l'OTAN. Mais aujourd'hui, les Américains eux-mêmes, et d'ailleurs c'est marqué dans la dernière stratégie nationale de sécurité... qui parle d'effacement civilisationnel. Alors ça c'est autre chose. De l'Europe. Ça c'est autre chose. Ouais. C'est inquiétant, mais c'est autre chose. On voit bien que dans cette stratégie nationale de sécurité, les Américains nous demandent de prendre en compte notre propre sécurité. Parce qu'ils ont une vision du monde qui n'est plus du tout la même. Dans cette stratégie nationale de sécurité, la Russie est à peine évoquée. En tout cas, elle n'est pas évoquée comme une menace, mais un facteur de déstabilisation qu'il convient de corriger. Le Western Hemisphere dont parle Trump, j'ai eu un petit peu de temps à comprendre ce qu'était ce Western Hemisphere, mais en fait, l'Europe n'en fait pas partie. C'est les Amériques, du Nord et du Sud, et puis l'Indo-Pacifique. Donc il y a un changement d'alliance qui est en train de s'opérer et qu'il faut prendre en compte. Donc l'Europe, elle a deux choix aujourd'hui. Soit elle choisit sa défense et son avenir, soit elle subit. Soumission. Et on assiste vraiment à une fracture civilisationnelle. On entendait J.D. Vance l'autre jour expliquer que si les pays européens mettaient au pouvoir quelqu'un qui est clairement éloigné des valeurs américaines, ça veut dire qu'il se sentirait sous une forme de menace
nucléaire de l'Europe, c'est de la rhétorique ou c'est réellement une fracture civilisationnelle qui s'installe? C'est l'un des fondements de la politique gouvernementale américaine aujourd'hui, et qu'il faut prendre ça tout à fait au sérieux. On le voit bien dans le déclaratoire. À quoi vous faites allusion, c'est la déclaration de J.D. Vance à Munich, qui était la première secousse sismique qu'il y a eu. Ensuite, depuis, au mois de décembre dernier, on a eu la National Strategy américaine, dans lequel c'est l'Europe qui en prend pour son grade. Enfin, la Chine est évoquée comme un adversaire économique. La Russie est à peine évoquée. Et en revanche, on parle d'effacement civilisationnel de l'Europe. Donc je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et on le voit d'ailleurs. Il a rappelé une trentaine d'ambassadeurs qui faisaient trop de multilatéralisme. Il est en train de refondre sa structure de commandement militaire avec la création d'un Western Hemisphere Command qui regroupe trois anciens commandements américains. Donc non, il faut prendre ça tout à fait au sérieux. Malgré la difficulté d'élaborer un budget, est-ce que les 6,7 milliards qui sont prévus pour la défense vont être votés? Il y a eu un débat, mais qui n'était pas... il n'y avait pas de vote. C'était un débat... non conclusif, et quand on voit surtout les efforts énormes que fait l'Allemagne dans la matière, est-ce que nous, on va faire un minima ce qui est nécessaire? Oui, je crois. Alors, il ne faut pas comparer tout à fait la France et l'Allemagne. Nous avons des armées opérationnelles et rompues aux opérations extérieures qui ont fait la guerre pendant de nombreuses années. L'Allemagne, c'était pas du tout sa logique jusqu'à maintenant. Donc nous, on doit compenser nos manques, alors que l'Allemagne a tout un effort pour rebâtir une défense. Donc c'est un peu différent, mais je crois qu'en France, en tout cas, c'est à part un parti qui a voté ou qui s'est exprimé contre pendant ce débat à l'Assemblée, je crois qu'il y a quand même une prise de conscience. Un parti, c'est-à-dire la France Insoumise et le RN? Oui. Non, le RN, je crois. Le RN a suivi. C'est quoi un budget de la défense satisfaisant en pourcentage du PIB? Écoutez, je vais vous faire une réponse de Normand, parce que c'est très difficile à dire en réalité. Au temps de la guerre froide, quand on a monté la force de dissuasion, etc., c'était 5%. On était à 5% du PIB. Dans l'ère stratégique précédente, qui était celle que j'appelle celle de la mondialisation heureuse pour les Européens, avec plus de menaces existentielles à nos frontières, et finalement des armées qui servaient surtout à aller appuyer les résolutions de l'ONU dans les crises internationales, on est descendu progressivement jusqu'à 1,35%. Et là, on est remonté à 2%, et l'objectif qui a été fixé par Donald Trump, d'ailleurs au sommet de l'OTAN, c'est de revenir à 5%. Alors 3% sur les aspects purement militaires et 5% en prenant en compte toutes les affaires de sécurité. Je crois qu'il faut, avant de réagir très fortement, il faut d'abord faire un état des lieux des alliances. Évidemment, vous ne mettez pas le même budget quand vous vous défendez tout seul, ou bien quand vous défendez de manière homogène avec les pays européens, et encore moins quand vous vous défendez avec l'OTAN. Donc il faut faire ce bilan aujourd'hui, et puis en fonction de ça, ajuster le budget militaire. Mais qui dit augmentation du budget dit sacrifice à faire ailleurs. J'imagine que vous félicitez de l'annonce de la construction qui était attendue, mais enfin qui est confirmée, d'un nouveau porte-avions nucléaire. Bien sûr. C'était attendu, et je crois que c'est nécessaire, parce que on a en France une dimension mondiale de nos intérêts, ne serait-ce que parce qu'on a des territoires ultramarins, qu'on voit bien que avec le retour des stratégies de puissance, l'appétence pour les zones maritimes, qu'on voit dans les mers de Chine, dans l'est de la Méditerranée, qu'on va voir demain en Arctique, qui est déjà où la compétition maritime est ouverte, il faut qu'on ait ces moyens de projection de puissance. Le porte-avions, alors le porte-avions du futur, ça sera un porte-avions qui aura un groupe aérien mixte avec des avions traditionnels, si je peux dire, de type Rafale ou successeurs, et puis des drones lourds. Et pour lancer des drones, il faut avoir des catapultes et la France n'a pas renoncé à jouer un rôle dans son bassin de sécurité intérieure, qui est la Méditerranée et l'Afrique. Je me suis laissé dire que les forces spéciales étaient récemment intervenues au Bénin
pour soutenir le président Talon, qui avait fait l'objet d'une tentative de putsch. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais on a un certain nombre d'accords de défense. Toujours, j'entends souvent dire on a quitté l'Afrique. Non, on a quitté le Sahel. C'est un peu différent, à la demande des pays africains. Qui n'est pas d'ailleurs la zone la plus intéressante sur le plan économique. Non, mais l'Afrique, on a toujours beaucoup de partenariats là-bas. Alors justement, sur l'Afrique, après je laisserai Samuel rebondir là-dessus, mais est-ce que on est dans une crise quand même assez grave avec l'Algérie? Comment vous expliquez ces attaques permanentes, et la dernière nous demandant à nouveau de nous repentir pour la colonisation? Est-ce que le régime algérien est déstabilisé? Écoutez, j'ai beaucoup de mal à expliquer ça. Je pense que malheureusement, dans un certain nombre de pays, et pas seulement au Maghreb, mais en Afrique, quand les gouvernements sont en difficulté, il faut trouver un bouc émissaire, et l'histoire coloniale de ces pays fait que la France se retrouve en première ligne. Ce qui a déclenché probablement la réaction algérienne, c'est les positions prises sur le Sahara occidental par la France. Donc c'est toujours un jeu, moi, que je déplore. Positions qui ont consisté à accorder au Maroc... Oui, enfin, c'était plutôt pro-marocaine que pro-algérienne. Et du coup, il y a une réaction, mais je crois qu'il faut essayer d'apaiser tout ça, parce que, et c'était l'objet du partenariat 5+5 entre les pays nord de la Méditerranée et les pays du sud, on est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans le même bassin géostratégique. Donc c'est important qu'on ait des relations apaisées. Je reviens 2 secondes sur le porte-avions. Vous êtes optimiste sur le calendrier de construction tel qu'il a été présenté, qui est plus ambitieux que celui du Charles de Gaulle? Non, je crois. Si vous voulez, là aussi, il faut revenir un peu en arrière. Le Charles de Gaulle était long parce qu'il était long à budgéter. Donc ça a pris un peu de temps. Et puis surtout, on passait de porte-avions classiques à un porte-avions nucléaire. Aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'éléments. Non, je crois que ça se fera, et ça se fera bien. Ça sera bien. Lorsque vous êtes intervenu devant la commission de la Défense en mai dernier, je crois que vous avez parlé d'une menace qu'on appelle la Dark War. Je ne sais pas si c'est la guerre hybride, etc. Vous pouvez nous en dire plus sur cette menace peut-être plus invisible? C'est tout ce qui se passe sous le seuil de conflictualité. C'est-à-dire, par exemple, des attaques de pétroliers non revendiquées dans le détroit d'Ormuz en 2019. On a eu 5 pétroliers qui ont été attaqués. Tout le monde savait que c'était très probablement l'Iran, mais personne ne pouvait le démontrer. Ça a été un certain nombre d'attaques sur les infrastructures sous-marines, à commencer par Nord Stream, mais pas seulement. Sur les câbles électriques en Baltique, par exemple. C'est l'utilisation de milices comme Wagner, qui d'ailleurs assez étrangement rebaptisé Africa Corps aujourd'hui, ce qui est un peu curieux quand on connaît l'antagonisme russo-allemand. Mais enfin, on voit bien que... Et puis, il y a toute la manipulation de l'information, il y a tous les intrusions cyber, etc. Donc, si vous voulez, ce que j'appelle moi la Dark War... Cette stratégie hybride, c'est en général assez mal compris. Ce que j'appelle la Dark War, c'est tout ce qui se passe en dessous du seuil de conflictualité, mais qui impose une résilience de l'État. Et la France n'a pas... Alors là, pour le compte, la France n'a pas loupé ce tournant-là, en particulier sur la défense cyber, même si certaines entreprises se font encore attaquer, mais on a une organisation qui est assez résiliente. Est-ce que des influences étrangères, notamment russes, mais pourquoi pas américaines, peuvent être envisagées? On entend une période d'élection. Oui, bien sûr. Et est-ce qu'on a maintenant... Je pense qu'elles ne se feront pas de la même manière. Viginum, c'est ça, qui surveille? Viginum, oui, GDSR, qui surveille les tentatives d'ingérence étrangère sur l'espace public, si je puis dire. Les ingérences, ça ne se font pas de la même manière. La Russie fait ça en sous-main, par des proxys. Si demain... Proxy, précisez quand même. Oui, proxy, c'est-à-dire des organisations qui lui sont favorables ou des gens qui lui sont favorables, mais non déclarés officiellement pro-russes. Si demain les États-Unis décident de s'occuper de nos affaires, au titre du fameux déclin civilisationnel qu'il faut... je pense que ça se fera de manière ouverte et qu'on reverra des déclarations de politiques américains venant expliquer quel parti il faut choisir pour que les États-Unis demeurent notre allié. Et ça, si vous voulez, dans la situation actuelle, depuis 10 ans, on sait que la Chine a une vision mondiale. Depuis 10 ans, on sait que la Russie redevient agressive. Mais ce qui a changé profondément depuis 10 ans, c'est notre alliance avec les Américains,
qui est en train de se distendre, même si dans la stratégie nationale américaine de sécurité, on est encore traité d'alliés. Bon, enfin, on est traité d'alliés à qui on fait la morale en permanence, quoi. Et ça c'est profondément troublant, encore une fois, pas tout à fait pour la France, parce que depuis De Gaulle, rappelez-vous, De Gaulle a fait la force de dissuasion nucléaire indépendante française, en particulier parce qu'il ne croyait pas à l'engagement des Américains, ou l'engagement de sécurité des Américains. Comment vous expliquez qu'on est incapable de leur répondre aujourd'hui ? Ben, je pense qu'on est encore dans l'Europe bienveillante, l'Europe aux valeurs démocratiques importantes, et qu'on n'a pas tout à fait encore franchi le pas pour aller vers des épreuves de force. Alors l'épreuve de force, on l'a fait avec la Russie, quand même. Il faut souligner quand même, au titre de l'efficacité de l'Union européenne, les décisions qui ont été prises pour le gaz russe, où certains pays se sont mis en difficulté pour appliquer les sanctions vis-à-vis de la Russie. Donc on est capable de se regrouper, mais maintenant il va falloir qu'on apprenne à élever la voix, un peu à l'instar de ce qu'ont fait les Chinois. Qui eux ont bloqué l'augmentation des droits de douane. Les Chinois, ils ont une réaction qui convient de bien analyser. Quand le président Trump a décidé de leur mettre des tarifs impossibles en union douanière, ils leur ont dit très bien, alors on n'exporte plus de terres rares. Je rappelle que la Chine possède 95% des capacités de raffinerie des terres rares. Et puis ils lui ont dit on n'importe plus de soja non plus. On ira prendre notre soja au Brésil ou en Argentine, mais plus aux États-Unis. La production de soja aux États-Unis, c'est par exemple l'Iowa, qui est une terre républicaine profonde, et ça a tout de suite eu un impact. Et finalement, il est revenu comme un petit garçon chez lui en disant on restera à 10%. Une dernière question sur le Moyen-Orient. Récemment, le président Trump a envoyé quelques mises en garde au régime des Mollahs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'avec l'aide des États-Unis, Israël a remodelé le Proche-Orient ? Il l'affaiblit en tout cas, parce que le régime des Mollahs, c'était pas seulement un régime autoritaire qu'on connaît, mais c'était surtout un expansionnisme au Moyen et Proche-Orient à l'aide de milices comme le Hamas, comme le Hezbollah, comme les Houthis, comme les milices, la mobilisation populaire en Irak. Donc c'était toute une nébuleuse. Et là, la nébuleuse, elle a été sérieusement entamée. Donc oui, ça a freiné en tout cas l'expansionnisme iranien. Et le pacte d'Abraham peut être relancé. Alors, il faut rappeler ce que c'est. C'est un accord avec des pays du Golfe auquel l'Arabie Saoudite n'avait pas souscrit, mais qui était dans le but d'instaurer la paix et le commerce au Moyen-Orient. Moi, je pense que oui, il peut le relancer. Là, il est revenu finalement à... vous savez qu'il fait beaucoup de références à la doctrine Monroe, qui était une doctrine qui avait été isolationniste. Qui était oui, alors c'est pas très clair en réalité, parce que ça se veut une doctrine isolationniste, mais avec la capacité d'intervenir. À l'époque de Monroe, c'était partout aux États-Unis contre les ingérences étrangères européenne à l'époque, c'était en 1823. Ça avait été repris par Theodore Roosevelt avec sa fameuse formule Speak softly but have a big stick, parler doucement mais il y a un gros bâton. Alors là, on est à je parle fort et j'ai un gros bâton. Donc oui, il peut arriver. L'imposition de la paix par la force, qui est une des idées développées dans la revue nationale stratégique, peut marcher. Samuel ? Une dernière question, le retour du service national ou le pseudo-retour du service national, vous y êtes favorable ou c'est une petite... Moi, je pense que c'est... Non. Vous savez que l'objectif, c'est d'arriver à 50 000 places pour ce service national qui est volontaire, donc il ne sera pas du tout obligatoire. Et je crois que c'est présenté comme une possibilité d'année de césure dans les études, etc. Sur une classe d'âge qui est à peu près de 800 000 hommes et femmes par an en France, finalement un objectif de 50 000, ça fait à peu près du 6%, si je ne me trompe pas, et ça me paraît répondre à une demande. Vous savez, moi j'étais très frappé dans mon poste à l'Élysée
de voir combien, après les attentats, en particulier de Nice, il y avait une demande de la jeunesse pour s'investir au profit de la nation. Alors, ce n'est pas forcément un investissement militaire, ça peut prendre plusieurs sortes de services, comme le service civique, etc. Mais en tout cas, il y avait une vraie demande de place. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Vous contribuez vous-même, et on va s'arrêter là, à expliquer les enjeux de la géopolitique mondiale qui interviennent de plus en plus, même au niveau national, pour les prochaines échéances électorales. Merci, Amiral Bernard Vogel. Merci de m'avoir reçu. Merci, Samuel Petit. Bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café du Commerce. À bientôt.